Anna Delvey menait une vie secrète et palpitante, se faisant passer pour une millionnaire tout en se mêlant à la haute société new-yorkaise. Présentée comme une potentielle héritière, les origines d'Anna restaient floues, mais un fait demeurait constant. Elle payait tout en espèces, ce qui paraissait suspect. Elle fréquentait régulièrement l'élite de New York, y compris de nombreuses célébrités. Lorsqu'on lui demandait d'où elle venait, Anna donnait rarement la même réponse 2 fois. Malgré ces incohérences, Anna savait parfaitement comment se comporter comme quelqu'un issu d'une famille riche, ce qui lui permit de passer inaperçue pendant des années. Comme beaucoup de soi-disant héritières, Anna se déplaçait dans la ville, changeant d'hôtel en hôtel sans résidence permanente. Occasionnellement, elle devait quitter le pays pour renouveler son visa touristique. Au début de février 2017, Anna s'installa dans le boutique hôtel Soho, situé sur la rue Howard numéro 11, avec l'intention d'y rester un certain temps. Grâce à ses relations et à sa réputation, les responsables de l'hôtel ne lui demandèrent même pas de carte de crédit lors de son arrivée, ce qu'ils regretteront plus tard. Anna n'hésitait pas à afficher sa richesse. Elle portait des sandales Gucci, des lunettes de soleil Céline et d'autres vêtements de haute couture comme si de rien n'était. Après 1 mois à l'hôtel, Anna approcha Nefertari Davis, la concierge de 25 ans du 11 Howard, qui se fait appeler Nef. Elle demandait fréquemment des conseils à Nef, comme où trouver la meilleure nourriture à Soho, et chaque fois, elle lui glissait un billet de $100 pour son service. Nef trouvait ce comportement inhabituel pour quelqu'un qui semblait avoir le même âge qu'elle. Lorsqu'elle vérifia dans le système après avoir demandé le nom de la jeune fille pâle aux cheveux roux, elle remarqua que Delvey occupait une chambre Howard Deluxe, l'une des chambres de gamme intermédiaire de l'hôtel, coûtant environ $400 par nuit. Au cours des semaines suivantes, Delvey demanda souvent des conseils à Nef, lui glissant chaque fois des billets, mais Nef se rendit compte qu'Anna connaissait déjà tous les endroits à fréquenter. Nef comprit bientôt pourquoi Anna demandait des conseils. « Ce n'est pas une cliente qui a besoin de mon aide », déclara plus tard Nef. « C'est une cliente qui veut mon temps. » Pour Nef, cela n'avait rien d'inhabituel, car elle agissait souvent comme une thérapeute pour beaucoup de clients. Aspirant à devenir cinéaste, Nef jugea qu'il serait judicieux de se lier d'amitié avec Anna, car ces relations pourraient être utiles à sa carrière. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Anna et Nef ne commencent à traîner ensemble dans Soho. Malgré le fait que beaucoup d'employés de l'hôtel n'appréciaient pas la jeune fille riche et trouvaient ses visites fréquentes au comptoir de la conciergerie agaçantes. Cependant, ils se mirent bientôt à rivaliser pour lui livrer des colis dans sa chambre, connaissant sa réputation généreuse et le billet de $100 qu'elle tendait. Anna agissait bientôt comme si elle possédait l'hôtel, payant tout en espèces, généralement en billets de $100. Personne ne posait de questions. « Elle donnait à tout le monde, » dit Nef. « Les chauffeurs Uber, $100 pour les repas. Écoute, tu sais comment tu sors ta carte de crédit ? » Elle ne me laissait pas faire. Anna dépensait de l'argent comme de l'eau. Sa chambre débordait de sacs de shopping d'Acne et de Supreme, et elle se faisait régulièrement plaisir avec toutes sortes de soins de beauté. Elle investit même dans un entraîneur personnel pour la somme astronomique de $4 500. Les gens autour d'elle supposaient qu'elle était riche, probablement héritière d'une famille fortunée, surtout avec son accent européen. Nef remarqua qu'Anna connaissait tout le monde. Elle organisait de grands dîners au Le Coucou, un restaurant coûteux fréquenté par des PDG, des artistes, des athlètes et même des célébrités. Bien sûr, Nef était invitée à ces dîners prestigieux et se retrouva une nuit assise à côté de son idole d'enfance, Macaulay Culkin. Nef décrivit l'expérience comme étant gênante. « J'avais tellement de questions, et il était juste là. Mais il parlait de choses entre amis, donc je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander. Alors,
Es-tu le parrain des enfants de Michael Jackson ? Le directeur marketing Tommy Sayla, qui rencontra Anna à Paris pendant la Fashion Week, déclara « Elle était à toutes les meilleures fêtes ». Anna, qui était stagiaire dans le magazine européen Purple, semblait proche du rédacteur en chef du magazine, Olivier Zahm, et d'André Saraiva, propriétaire du Le Baron. Elle s'est présentée et elle était une fille douce, très polie, déclara Sayla. Ensuite, nous traînions juste avec mes amis et tout d'un coup, elle savait certainement comment se fondre dans les foules. Un ami dit « Elle réussissait à être au bon endroit au bon moment ». Anna apparaissait aux fêtes dans des jets privés et habillée de vêtements de créateurs luxueux. Ceux qui connaissaient Anna n'étaient toujours pas sûrs de ses origines. Elle disait aux gens qu'elle venait de Cologne, mais son allemand n'était pas très bon. Bien que l'origine de son argent reste floue, cela ne semblait pas inhabituel aux gens. « Il y a tellement de gamins de fonds de fiducie qui courent partout, dit Sayla. Tout le monde est ton meilleur ami et tu ne sais rien de personne. » Anna fut présentée à Mikkel Shufu Wang, le très jeune et prospère collectionneur et fondateur du musée M. Woods à Pékin. Ils s'entendirent immédiatement et Anna suggéra qu'ils fassent un voyage ensemble en Italie pour assister à la Biennale de Venise. Wang trouva cela un peu étrange lorsqu'Anna lui demanda de réserver les billets d'avion et l'hôtel sur sa carte de crédit. Bien que cela ne représentât pas une somme significative pour lui, environ $3 000, et Anna lui promit de le rembourser. Pendant leur voyage, Michael trouva étrange qu'Anna payât tout en espèces, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il se méfie. Une fois de retour de Venise, Anna sembla oublier sa promesse de rembourser Huang. Après un certain temps, il oublia également. Cependant, en défense d'Anna, être extrêmement riche peut vous rendre oublieux et vous amener à faire des choses étranges, comme appeler un ami et lui demander de mettre un taxi de l'aéroport sur sa carte de crédit, n'est-ce pas ? Anna décida d'engager une agence de relations publiques, comme la plupart le feraient pour une fête d'anniversaire, pour organiser sa célébration en janvier. La fête eut lieu chez Sadel's à Soho, l'un de ses restaurants préférés. Michael assista à l'événement, ainsi que de nombreuses autres personnes très en vue et très prospères. Ce n'est qu'après le dîner que Michael reçut un message du restaurant qui les avait vus ensemble sur Instagram. Le restaurant demanda à Michael les coordonnées d'Anna Delvey car elle n'avait pas réglé sa note. Michael remarqua finalement les signaux d'alerte. Malgré les connaissances qui se demandaient comment elle pouvait voyager de pays en pays, peu de gens posaient des questions. Cependant, à présent, les gens commençaient à se demander d'où venait Anna. Quelle était son histoire ? Un propriétaire du Surf Lodge à Montauk pensait qu'Anna avait de l'argent familial. Un ami était convaincu que le père d'Anna était diplomate en Russie, tandis qu'un autre insistait pour dire qu'il était un magnat de l'industrie pétrolière. Les spéculations ne concordaient pas et les gens commencèrent à se méfier. De plus, un ami et PDG millionnaire de la technologie était persuadé qu'Anna appartenait à la famille Delvey en Allemagne, spécialisée dans les antiquités, mais ce n'était pas le cas. Personne ne semblait connaître la véritable histoire d'Anna Delvey. Le PDG avait rencontré Anna par l'intermédiaire d'un ancien petit ami avec qui elle fréquentait la plupart des endroits fortunés. Malgré toutes les spéculations qui circulaient, Anna semblait indifférente. Pour Anna, plus on posait de questions à son sujet, plus elle avait de chances d'atteindre son objectif. Anna Delvey avait un objectif: ouvrir son propre club artistique privé une fois qu'elle aurait atteint 25 ans et accéder à son fonds en fiducie. Elle inventa le nom de Fondation Anna Delvey, ADF, et engagea Mark Kremers, un directeur créatif basé à Londres, pour l'aider dans le branding. Elle trouva l'emplacement de son club au 281 Park Avenue South. Le projet n'était pas simple et elle devait emprunter des millions de dollars. Anna réussit à trouver quelqu'un pour l'aider
et convainquit habilement son partenaire financier d'investir dans le bien, affirmant que ses biens personnels, qui étaient importants, se trouvaient hors des États-Unis, certains en fiducie avec UBS. Elle promit à la firme qu'elle avait les fonds et qu'elle ne les embarrasserait pas. Quand le banquier répondit en demandant à voir les relevés UBS, un certain Peter W. Henneck répondit avec des projections. Le banquier s'interrogea sur l'adresse AOL d'Henneck, ce à quoi Anna répondit « Peter est le chef de mon bureau familial ». Anna lança sa collecte de fonds et commença à inviter des invités plus riches à ses dîners, parmi lesquels se trouvait le pharma bro Martin Shkreli, qui fut plus tard condamné pour fraude financière et purge actuellement une peine de prison. Lorsque Neff apprit ces méfaits, elle tweeta qu'il avait divulgué des morceaux de Ta Carter 5, l'album retardé de Lil Wayne, à elle et à Anna. Anna fut furieuse à ce sujet et refusa de parler à Neff pendant des jours. Elle ignorait qu'Anna avait appris 1 ou 2 trucs de lui. Une nuit où Neff et Anna étaient au restaurant, il devint clair qu'Anna avait des problèmes d'argent. Elle essaya de payer l'addition avec environ 12 cartes de crédit, toutes refusées. En plus de cela, elle n'avait toujours pas payé son séjour au 11 Howard. Comme Anna était censée être une héritière allemande et une cliente du propriétaire de l'hôtel, qui possédait également l'emplacement qu'elle souhaitait acquérir, l'hôtel accepta un virement bancaire pour le paiement. Mais après 1 mois et demi, ils attendaient toujours. Le directeur de l'hôtel demanda à Neff de traiter la question délicate de la facture d'Anna à l'hôtel. L'hôtel n'avait pas de carte de crédit en dossier pour Anna Delvey et le virement bancaire qu'elle avait promis n'était jamais arrivé. Delvey devait environ $30,000 à l'hôtel, y compris des frais du restaurant Le Coucou qu'elle avait ajouté à sa chambre. Neff n'était pas sûr de ce qu'il fallait penser, mais croyait qu'Anna avait les moyens de payer et que l'argent arriverait. Finalement, il sembla que les choses étaient de nouveau sur la bonne voie. Miraculeusement, Citibank envoya un virement au nom de mademoiselle Anna Delvey pour $30,000 au 11 Howard. Cependant, ce n'était pas la fin des problèmes d'Anna Delvey. Malgré les demandes répétées de la direction de l'hôtel, elle n'avait toujours pas fourni de carte de crédit valide. Les frais continuant de s'accumuler, les employés de l'hôtel mirent finalement leurs menaces à exécution et changèrent le code de sa porte, mettant toutes les affaires d'Anna en stockage. Anna fut furieuse. Anna utilisa une petite astuce qu'elle avait apprise de son ami escroc Martin Shkreli. Elle dit au directeur de l'hôtel qu'elle achèterait des domaines internet en utilisant leur nom afin qu'il devrait un jour lui payer pour les récupérer. Avant de partir, inspirée par Khloé Kardashian, elle réserva un riad à $7,000 la nuit, un palais traditionnel au Maroc, et partit. Elle emmena avec elle son entraîneuse, Rachel Williams, et un vidéaste qu'elle espérait engager pour créer un documentaire sur le processus de création de sa fondation artistique. 2 jours après leur arrivée, l'entraîneuse personnelle d'Anna retourna à New York avec une grave intoxication alimentaire. Quelques jours plus tard, l'entraîneuse reçut un appel hystérique d'Anna, disant que ses cartes ne fonctionnaient pas pour payer l'hôtel et qu'ils allaient l'arrêter. Après avoir plaidé avec le manager, l'entraîneuse donna les détails de sa propre carte de crédit, mais celle-ci fut également refusée. Après avoir essayé et échoué avec une des cartes de ses amis, l'hôtel reconnut que le problème pouvait provenir de leur côté. À son retour, Anna se présenta au 11 Howard pour récupérer ses affaires. Elle déménagea dans un autre hôtel, mais rencontra les mêmes problèmes. Elle fut incapable de fournir une carte de crédit valide pour régler sa dette de $11,518. Et ainsi, ses biens furent confisqués et elle fut expulsée. Anna se retrouva alors dans les rues de New York. Elle se rendit à l'appartement de son entraîneuse et la supplia de la laisser passer la nuit. L'entraîneuse était en rendez-vous et ne voulait pas, mais elle ressentait l'urgence de la situation. Finalement, l'hôtel au Maroc
réussit à contacter Rachel Williams, l'entraîneuse personnelle d'Anna. Sous la menace d'une incarcération, Rachel fut forcée de payer jusqu'à 62 000 $, plus que son revenu annuel. Elle réalisa qu'elle avait été escroquée et qu'elle ne connaissait absolument pas la véritable identité d'Anna. Elle demanda à Anna de quitter sa maison. Anna resta dans le hall, insistant pour que Rachel la laisse remonter, mais Rachel refusa. Aucun hôtel de la ville ne voulait héberger Anna. Elle alla même supplier son avocat, mais il refusa également. Rachel invita Anna à dîner, mais à l'insu d'Anna, c'était en réalité une intervention où Rachel et un groupe de personnes auxquelles Anna devait de l'argent seraient présentes. L'intervention fut sévère, et à un moment, Anna se mit à pleurer, affirmant qu'elle aurait assez d'argent pour rembourser tout le monde une fois son bail signé. Ses amis lui révélèrent que le lieu qu'elle voulait pour l'ADF avait été loué à quelqu'un d'autre. Anna affirma que c'était une fausse nouvelle. Anna fut arrêtée pour des factures impayées et le titre « Faux socialite arrêté pour avoir évité des factures d'hôtel coûteuses » faisait la une des journaux. L'avocat d'Anna obtint sa libération sous caution, puis elle partit en Californie où elle fut de nouveau arrêtée. Elle fut obligée de retourner à New York pour faire face à 6 chefs d'accusation de grand larcin et de tentative de grand larcin, en plus du vol de service. Anna fut envoyée à la prison de Rikers Island sans possibilité de libération sous caution. On découvrit qu'Anna s'appelait en réalité Anna Sorokin et qu'elle était née en Russie en 1991. Sa famille avait déménagé en Allemagne en 2007. Elle n'était en réalité pas une héritière, mais venait d'une famille de classe ouvrière sans fonds en fiducie. Anna continue d'essayer de se disculper de ses crimes. Elle proposa au juge un accord de plaidoyer pour une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement, qui fut sans surprise rejetée. En retour, le juge lui proposa une peine de 3 à 9 ans d'emprisonnement, mais Anna refusa, choisissant d'aller au procès. Selon le juge, Anna n'a montré aucun remords pour ses actes. Alors qu'Anna attend son procès, une série Netflix va être produite sur sa vie. Un juge a déclaré qu'Anna semblait plus préoccupée par qui allait l'incarner dans la série que par ses crimes. Selon les avocats d'Anna, elle ne souffre pas en prison. En fait, elle semble s'en sortir très bien. Elle a décrit cette expérience comme une expérience sociologique. On pense qu'Anna Sorokin aurait escroqué des gens ainsi que de nombreuses banques et hôtels pour environ 275 000 $. Les experts pensent qu'elle a utilisé des documents falsifiés pour obtenir des prêts auprès des banques, affirmant qu'elle possédait des millions de dollars dans des comptes européens. Elle aurait également fait des chèques en bois entre les banques et contracté des crédits qu'elle ne pouvait pas rembourser. Peut-être son plan était-il de tout rembourser une fois que son entreprise ADF aurait décollé. Mais il est peu probable que quelqu'un ait espéré voir cela arriver.